Cette semaine, les incendies de forêt au Canada en 2023 ont été dévastateurs pour une grande partie du globe. Déménagement et punaises de lit. Mais comment faire pour ne pas être infesté? On vous en parle. Et il faudra des mois pour réparer les routes à Chelsea. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 1er juillet 2024. Selon une étude, l'année dernière, les incendies de forêt catastrophiques, alimentés par le réchauffement climatique au Canada, ont rejeté dans l'air plus de dioxyde de carbone que l'Inde ne l'a fait en brûlant des combustibles fossiles. Des scientifiques du World Resources Institute et de l'Université du Maryland ont calculé l'impact dévastateur des incendies qui ont sévi pendant des mois au Canada en 2023 et qui ont pollué l'air dans une grande partie du globe. Selon une mise à jour de l'étude publiée jeudi de la semaine dernière dans la revue Global Change Biology, ces incendies ont rejeté dans l'air 2,98 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone qui piège la chaleur. Selon les auteurs de l'étude, l'incendie a rejeté près de 4 fois plus d'émissions de carbone que les avions en un an. C'est à peu près la même quantité de dioxyde de carbone que 647 millions de voitures émettent dans l'air en un an, toujours selon les données de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Les forêts retirent beaucoup de carbone de l'atmosphère et celui-ci est stocké dans leurs branches, leurs troncs, leurs feuilles et dans le sol. Ainsi, lorsqu'elles brûlent, tout le carbone qui est stocké est relâché dans l'atmosphère. Toujours selon l'auteur, si les arbres repoussent, une grande partie de ce carbone peut être récupérée. Selon l'étude, les forêts brûlées représentaient au total plus de 77 000 km², soit 6 fois plus que la moyenne enregistrée entre 2001 et 2022. Les incendies de forêt au Canada ont représenté 27 % de la perte de la couverture forestière mondiale l'année dernière, alors qu'habituellement ce chiffre est plus proche de 6 %. Cette semaine, c'est la semaine des déménagements et malheureusement, certaines personnes vont peut-être avoir des petits visiteurs indésirables, les fameuses punaises de lit. Si vous n'avez pas encore déménagé, informez-vous auprès de votre déménageur pour savoir quelles sont les mesures qu'ils prennent pour éviter que des punaises restent cachées dans les couvertures ou le camion. Voici quelques conseils pour éviter ces fameuses punaises de lit. Fermez les boîtes de carton de manière étanche, en bouchant les trous et les fissures avec du gros ruban adhésif. Gardez vos vêtements, votre literie et vos objets dans des contenants ou des sacs étanches jusqu'à ce que vous soyez certain que le nouveau logis est exempt de punaises. Inspectez soigneusement votre nouveau logis en portant une attention particulière aux chambres. À l'aide d'une lampe de poche, vérifiez les fissures, les plinthes et les moulures. Les tapis et les moquettes sont également d'excellentes cachettes pour les punaises de lit. Nettoyez à fond toutes les pièces et passez l'aspirateur partout. Ensuite, jetez le sac ou le contenu de l'aspirateur dans une poubelle fermée à l'extérieur. Débarrassez-vous des objets laissés par les locataires précédents et surtout évitez de rapporter chez vous des articles usagés en mauvais état ou abandonnés sur le trottoir comme des matelas ou des meubles en bois ou des meubles rembourrés. Et si jamais votre nouveau logement est infesté, avisez votre propriétaire. Il devra alors faire un appel aux exterminateurs détenteurs d'un permis valide et certifié pour l'utilisation de pesticides. N'essayez surtout pas de régler le problème vous-même. Les produits en vente libre nuisent au travail des exterminateurs. De plus, ces produits peuvent être très dangereux pour la santé s'ils ne sont pas utilisés selon les recommandations du fabricant. Alors, pour ceux qui déménagent, bon déménagement. Le CI3S de Lanaudière rappelle à la population l'importance de se protéger contre les piqûres de tiques, car ces insectes peuvent transmettre la maladie de Lyme.
Il y a 33 municipalités dans la Naudière qui sont considérées comme des zones à risque de contracter la maladie. Les seules municipalités dans la région qui ne sont pas sur cette liste sont les municipalités qui sont au nord de Saint-Norbert. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas sur la liste qu'il n'y en a pas. Alors soyez très vigilants. La maladie de Lyme est transmise par la piqûre de la tique à pattes noires, porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi. On retrouve principalement cet insecte dans les herbes hautes et les végétaux sur le sol. Si une tique s'agrippe à votre peau et qu'elle vous pique, il faut la retirer de façon sécuritaire et suivre certaines recommandations. Si vous avez été piqué par une tique dans une zone à risque, un antibiotique pourrait vous être prescrit de façon préventive. Pour évaluer si un traitement préventif est recommandé, communiquez avec l'Info Santé au 811 ou consultez un professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Des symptômes peuvent apparaître entre 3 et 30 jours après une piqûre de tique. Le symptôme le plus caractéristique est une rougeur de la forme d'une cible au site de la piqûre. Celle-ci ne cause peu ou pas de douleur ni de démangeaison et dure au moins 2 jours. La fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des courbatures peuvent aussi être présents. Alors, si vous présentez un ou plusieurs symptômes de la maladie de Lyme, comme je vous ai dit, appelez au Info Santé au 811 ou consultez un professionnel de la santé. Depuis quelques semaines, les accidents de la route sont de plus en plus fréquents. Et comme l'été est synonyme de légèreté et que les vacances d'été ont déjà commencé pour certains, il est donc important de parler de prudence sur les routes et de s'assurer de prendre la route en toute sécurité. Et surtout, de ne pas consommer quand on prend la voiture. Pour parler de sécurité et de consommation responsable, j'ai eu le plaisir de discuter avec le pilote automobile Bertrand Godin en vidéoconférence. On l'écoute. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un pilote automobile qui est également chroniqueur, animateur, conférencier, instructeur, même photographe et porte-parole. C'est nul autre que Bertrand Godin. Bonjour. Bonjour, j'ai même fait de la sauce à spaghetti hier. Donc, J'espère que tu nous en as gardé un petit peu. oui, 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 certain. Bertrand, on te voit souvent à la télévision, peut te lire également à la presse. Dis-moi, tu t'es joint à la communauté, à l'action communautaire de la brasserie Labatt. Explique-nous qu'est-ce que c'est exactement. Ah ben, ça remonte à l'an 2000 où la BAT, qui est très concernée par la sécurité routière, m'avait demandé de faire une tournée pour demander aux gens de se préparer quand vient le temps de fêter. On sait, bon, dans le temps des fêtes, Noël, jour de l'an, on a beaucoup, beaucoup d'informations. On a voulu le faire aussi l'été. Et on a repris le concept il y a de cela à peu près 4 ans. Et puis, pour donner des gentils conseils aux gens, pour faire en sorte de se préparer quand vient le temps de prendre le volant. Et ça fonctionne très bien. On est très heureux de faire un petit rappel euh, sur certaines règles de sécurité. Mais c'est pas d'aujourd'hui, là. Tu parles depuis l'an 2000, mais je pense que bien avant ça, tu t'impliquais justement dans des campagnes de sensibilisation pour la prévention de l'alcool au volant. Ça fait longtemps de ça, là, hein? Oui, ben oui, tout à fait. L'alcoprévention, ça a toujours été depuis 1900, je dirais 97-98. J'ai aussi œuvré avec différents services policiers sur des campagnes comme les routes ne sont pas des pistes de course. J'ai été très, très sensibilisé parce que, bon, moi, ma première voiture, je l'ai eu 9 jours. OK, j'ai été très Neuf indiscipliné. jours. Très indiscipliné. Pour moi, la route, c'était comme une piste de course. Et puis, par la suite, suite à l'accident, qui heureusement ne fait aucun blessé, ben, j'ai décidé d'aller sur les circuits pour assouvir ma passion. Donc, aujourd'hui, eh ben, j'ai 2 modes. J'ai le mode quand je suis en piste, mais le mode sur la route est complètement différent. Mais quand tu dis que tu as brisé complètement ta voiture après 9 jours, c'était-tu causé par l'alcool?
Non, non, c'est causé par la trop grande motivation de vitesse et de pousser une voiture à ses limites. Donc, j'ai rentré à 170 km/h pour impressionner un copain dans un virage et la voiture est partie en tête à queue. Donc, j'ai rentré dans le fossé. Heureusement, la voiture a fait comme une roulade. Donc, elle ne s'est pas arrêtée brusquement. Elle a décéléré sur plusieurs mètres. Heureusement, j'avais un copain qui n'a pas été blessé, mais il a été impressionné, pas à peu près. C'est à Mais partir de là que tu as oui, décidé de devenir pilote, oui? oui, tout à fait. À la suite de ça, bon, j'ai payé la voiture que je n'avais plus et je me suis économisé de l'argent pour m'acheter mon premier kart. Et j'ai commencé en karting qui m'a permis de vivre une belle carrière que je suis très, très heureux parce que c'est un rêve qui est devenu réalité. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir, comment dire, t'impliquer autant dans les campagnes pour l'alcool? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé chez toi, dans la famille, les amis? Écoutez, oui, ben, c'est certain que j'ai eu une couple d'amis qui malheureusement est décédé sur une collision sur la route. Et à partir de là, ben, j'ai toujours été très, très sensibilisé. Et moi, je suis un passionné de pilotage. Donc, conduire, c'est piloter, c'est anticiper. C'est un mécanisme complexe qui demande des connaissances qui sont directement liées au sens d'observation. Pourquoi qu'on a un accident? Souvent, j'ai pas vu, je pensais pas. Donc, comme je dis souvent aux gens, la vitesse, ben, il y a deux styles de vitesse. Il y a de la vitesse indisciplinée parce on dépasse les limites de vitesse, mais il y a aussi la vitesse d'incompétence causée parce que les gens, justement, n'ont pas su voir un danger et analyser. Donc, si on voit pas un danger, on va pas freiner. Si on ne connaît pas le danger, on va pas freiner non plus. Ça va égaler tout le temps, il allait trop vite. Mais il allait trop vite par incompétence. Donc, c'est pour ça que le jeu visuel, la gestion de la vision, de l'attention à des moments bien précis sur la route va faire toute la différence entre anticiper un danger et l'éviter facilement et être très réactif et avoir la collision. L'autre 40%, c'est les facteurs humains, le stress, la pression qu'on se met, la pression que les autres nous mettent, votre forme physique, votre forme psychologique. C'est des choses qui vont influencer votre savoir-être. Donc, la première question, j'aime le pilotage, comme je vous disais, je suis pilote d'avion aussi, j'ai mon brevet puis de pilote privé. La première chose que j'ai sur la liste de vérification, c'est la question, suis-je apte à bien piloter aujourd'hui? Et la question se pose aussi quand vient le temps de prendre notre voiture. Suis-je apte à bien conduire? Et Qu'est-ce que... oui. Oui, oui, vas-y, vas-y. Ah, et l'autre 20%, c'est de la technique. Donc, c'est vraiment un rouage, c'est un mécanisme. Et qu'est-ce que tu aurais à offrir à nos téléspectateurs comme conseil justement à propos de l'alcool au volant? Ben, écoutez, c'est prouvé, un verre d'alcool va diminuer vos capacités. Bon, on sait, il y a le 0,08. Mais ne vous fiez pas à ça. Vous savez, un verre d'alcool mélangé à de la fatigue, mélangé avec des médicaments, mélangé à du cannabis, ça va réduire vos capacités. Donc, à ce moment-là, ben, choisissez un conducteur désigné. Pas celui qui a consommé le moins, mais celui qui a consommé absolument rien d'alcoolisé. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est déjà une préparation en soi. Prenez par exemple, hier, mon garçon allait fêter. Il dit, bon, papa, voici mon plan de match. Si je prends de l'alcool, je vais rester à coucher. Donc, à ce moment-là, ben, il y avait un plan B. Donc, ne se sentait pas obligé de revenir à la maison. Et c'est ça qui contribue à une culture de sécurité. Écoute, Bertrand, on le sait que durant le temps des fêtes, la boisson, il y en a beaucoup, hein, faut faire attention. Mais il y a l'été là qui vient de débuter à peine. Il y a plusieurs personnes sur la route. Malheureusement, avec plus de personnes, il y a plus d'accidents. T'aurais-tu des conseils à donner aux gens? Qu'est-ce qu'on doit faire avec une voiture là, avant de partir en vacances? Là? Y a-t-il des choses qu'il faut faire attention? Y a-t-il des choses qu'il faut regarder? Ben, la première chose, OK, puis vous l'avez dit, il y a plus de piétons, il y a plus de vélos. Donc, la conduite, c'est avoir
un échange visuel, c'est de cohabiter avec les autres utilisateurs. Donc, un échange visuel entre deux personnes fait en sorte qu'on comprend l'intention de l'autre. Souvent, les gens vont gérer des vitesses, vont gérer des lignes, vont gérer des stops. Mais, et d'ailleurs, il y a la coroner Sarrazin qui, la semaine passée, a sorti son enquête sur une collision avec un piéton. Et le pilier A est une des causes qui fait en sorte qu'un conducteur n'a pas vu. Mais elle a aussi mentionné le fait du balayage visuel. Et moi, je le remarque parce que j'ai passé quand même 13 000 étudiants depuis les 13 dernières années. Et j'ai remarqué que la plupart des gens attendent d'être rendus à l'intersection pour faire un balayage visuel. Vous savez, les vitres latérales sont transparentes. Donc, le fait de voir bien à l'avance, vous allez déjà anticiper les dangers potentiels. Ça va éviter la vision tunnel. Ça va vous permettre justement d'être conscient de votre environnement. Et ça, ben, à ce moment-là, comme quand je suis allé faire du vélo avant-hier, j'arrive à une intersection, je vois un automobiliste, je m'arrête, on a un échange visuel, il me fait un beau petit signe pour passer. Donc, à ce moment-là, ça devient sécuritaire. Mais de prendre le temps de se regarder, et vous remarquerez souvent, les piétons n'ont pas tendance à vouloir regarder l'automobiliste qui s'en vient. Donc, soyez extrêmement vigilants. Ne prenez pas euh, et ne prenez pas pour acquis que les gens vous ont vu. Ça, c'est une erreur que les gens souvent font. Euh, Ils disent dans la réglementation de l'aviation, on a beaucoup de règles, mais souvent, par exemple, les gens au feu vert vont baisser leur vigilance. Et dans l'aviation, on mentionne que plus tu essayes de contrôler des dangers par de la réglementation, moins les gens sont conscients des dangers. Donc, oui, faut respecter les règles, mais en même temps, mm, toujours avoir une attention globale parce que vous allez ainsi pouvoir gérer certaines erreurs que les conducteurs vont commettre. Et on parle de boisson, on parle de faire attention, mais on peut parler aussi de fatigue au volant qui peut causer des accidents aussi, hein? Oui, et ça, la fatigue, c'est vraiment une des causes très, très populaires de collision. Et donc, essayez pas de lutter contre la fatigue au volant. Vous savez, des fois, les gens se donnent des tapes dans le visage, se sortent la tête de la voiture pour essayer de garder les yeux ouverts. Faites pas ça. Ça ne fonctionnera pas. La seule façon, c'est trouvez-vous un stationnement, faites un somme d'une 20 à 30 minutes et votre corps va réagir comme si vous aviez eu une nuit de sommeil. À ce moment-là, quand vous allez repartir, vous allez avoir une meilleure vigilance. Mais si les yeux vous piquent, vous bâillez, vous frottez la nuque, c'est des signes qui ne mentent pas. Donc, à ce moment-là, passez à l'action, tassez-vous, un petit somme, et c'est réglé. Et c'est vrai que ça fait du bien, juste un petit 15 minutes, puis déjà, on est beaucoup mieux. Hein? Puis on peut sauver des vies, la nôtre et ceux des autres. Vraiment, vraiment. C'est pour ça, c'est d'avoir ce plan de match-là en tête et, et ça va faire toute la différence. Effectivement. Bertrand, merci beaucoup de ton entrevue. On va demander aux gens, on va dire aux gens de faire attention. Ben, on peut se permettre de consommer, comme tu dis, mais si on consomme, on prend la voiture, on s'arrange pour avoir un conducteur désigné qui, lui, n'a pas bu. Hein? Fait qu'on fait un échange comme ça, puis ça vaut la peine. On peut s'amuser autant. Fait que c'est ce qu'on va demander aux gens pour cet été, puis de profiter de la vie aussi. Oui, et on va en profiter plus longtemps. Effectivement. Écoute, merci Bertrand. Je sais que tu es un gars super occupé. As-tu beaucoup de projets pour l'été? Ah ben oui, toujours beaucoup de projets. On travaille toujours à TVA Sport pour la description des courses de Formule E avec Charles-Antoine Pinotte. Donc aussi, j'ai ma chronique dans la presse, des activités de course éventuellement. Donc, on se garde en forme, on s'entraîne.
physiquement, mentalement sur le simulateur aussi. Donc, l'aviation, comme je disais, donc ça, j'en fais sur une base assez régulière. Donc, beaucoup de passion à suivre. Ben, continue, Bertrand, parce qu'on aime beaucoup te voir à la télé puis te lire aussi. Ben, c'est bien gentil. Un grand merci. Merci, puis je te souhaite un bel été. À vous aussi, en toute sécurité. Oui, merci. Il faudra des mois pour réparer les routes endommagées par les pluies torrentielles à Chertsey, selon la mairesse. En entrevue avec la presse, Michel Joly indique que les routes Rochon, Michel et Lac-Paré verront des travaux importants qui coûteront plus de 1 million selon les estimations. Avec 120 mm de pluie tombée en l'espace de 36 heures, une trentaine de chemins ont été endommagés par les intempéries. Cependant, elle a fait savoir que plus personne n'est enclavé par les eaux et que personne n'a été blessé par les événements. Mardi de la semaine dernière, la majorité des routes étaient praticables, à l'exception de certaines. Par exemple, le pont de Nice, où une voie a été fermée et où les camions lourds sont interdits. Rappelons qu'un sauvetage a eu lieu lundi de la semaine dernière afin de porter secours à une dizaine de campeurs dans la forêt Waro. Un barrage sur le chemin de l'Église avait également cédé. Les personnes ayant reçu des prestations liées à la pandémie de COVID-19 dont elles n'avaient pas le droit et qui continuent d'ignorer les appels et les lettres de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, vont commencer à être informées qu'elles pourraient faire l'objet de mesures juridiques. Jusqu'à présent, les récalcitrants avaient peu à craindre. Mais dans un communiqué, l'Agence annonce qu'elle passe à la prochaine étape de ces mesures de recouvrement des montants versés en trop, notamment via la Prestation canadienne d'urgence, la PCU, la Prestation canadienne de la relance économique, la PCRE, et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement. Les mises en garde juridiques en question seront faites dès le mois de juillet. Un employé du fisc téléphonera ou écrira aux particuliers avant que des mesures soient prises. Les mesures judiciaires peuvent comprendre la saisie-arrêt des salaires ou d'autres sources de revenus, comme un compte bancaire, a précisé l'Agence de revenus du Canada dans un courriel transmis à la presse canadienne. L'Agence fédérale signale que la meilleure façon d'éviter de telles mesures, c'est de rembourser immédiatement ce que vous devez. Les Canadiens à qui cela causerait des difficultés excessives, peuvent conclure une entente de paiement mutuellement satisfaisante qui tient compte de leur capacité de payer. L'ARC estime qu'il lui reste 9,53 milliards de prestations versées en trop à recouvrer, dont 5,4 milliards de dollars pour la PCU, le fameux programme qui versait 2 000 $ par mois. Des avocats tentent de contacter des centaines de milliers de personnes qui ont droit à un remboursement dans le cadre d'une action collective visant le ministère des Anciens combattants. La poursuite avait été intentée après que le bureau de l'Ombudsman des Anciens combattants a découvert que le gouvernement avait mal calculé les prestations d'invalidité et les pensions de ses clients à partir de 2003. Le gouvernement est finalement parvenu en janvier à un règlement à l'amiable d'une valeur pouvant atteindre 817 millions. L'Ombudsman s'est alors aperçu que le ministère des Anciens combattants n'avait pas pris en compte le crédit d'impôt de base provincial dans le calcul de l'impôt sur le revenu provincial. Mais lorsque le ministère s'est rendu compte de l'erreur, elle l'a corrigé par la suite et il n'a pas informé ni remboursé les personnes qui avaient reçu moins d'argent. Le cabinet de Michel Drapeau faisait partie des 5 cabinets d'avocats qui ont finalement intenté l'action collective en 2019. La poursuite affirmait également qu'anciens combattants avaient commis d'autres erreurs de calcul, notamment en omettant d'indexer les prestations sur l'inflation. Il a expliqué que les erreurs de calcul ont en fait duré 21 ans, de 2003 à 2023. Ce qui signifie que le nombre d'anciens combattants admissibles était nettement plus élevé qu'on ne le croyait au départ. En moyenne, les remboursements atteignent environ 2 500 $.
Selon le règlement à l'amiable approuvé par la Cour fédérale, 40 personnes, dis-je bien, sont admissibles à des paiements supérieurs à 35 000 $, mais la plupart des remboursements sont inférieurs à 5 000 $. La firme d'avocats tente par tous les moyens possibles de prévenir ces anciens combattants ou leurs survivants des anciens combattants. Les demandeurs admissibles peuvent être les conjoints survivants, les conjoints de fait, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les neveux et nièces ou même la succession de l'ancien combattant. Mais pour ce faire, vous devez déposer une réclamation avant le 19 mars 2025 et ce, à partir du site Internet affiché à l'écran. Plus de 193 000 travailleurs de l'industrie de la construction ont reçu ou reçoivent ces jours-ci leur paye de vacances. Une somme globale de plus de 647 millions, indique la Commission de la construction du Québec. La Commission de la construction explique que ce sont les employeurs et employeuses qui versent mensuellement à la CCQ les indemnités pour les jours fériés chômés et les vacances prévues aux conventions collectives. Ces montants représentent 13 % du salaire gagné par les travailleurs et travailleuses durant chaque semaine de travail. Ces 647 millions représentent une légère hausse par rapport aux 617 millions qui avaient été versés l'an dernier. Bien que l'activité dans l'industrie régie par la loi ait légèrement diminué en 2023, eh bien, elle continue toutefois d'enregistrer plus de 200 millions d'heures de travail. Les traditionnelles vacances de la construction auront lieu cette année du dimanche 21 juillet au samedi 3 août. Le Festival de la Naudière débutera en beauté les 6 et 7 juin prochains avec 2 concerts exceptionnels à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette. Ce samedi, le 6 juillet à 19 h, eh bien, le public sera invité à une aventure cosmique inédite. Farah Alibé, ingénieur en aérospatial, accompagnera l'orchestre de l'Agora, sous la direction de Nicolas Ellis, pour une exploration musicale de notre système solaire. Les œuvres Les planètes de Gustave Holst et Orion de Claude Vivier seront interprétées et agrémentées de projections de photographies de la NASA et aussi des archives personnelles de Farah Alibé. Une super soirée intéressante. Et le lendemain, le 7 juillet à 14 h, eh bien, les Violons du Roi, dirigés par Bernard Labadie, offriront un concert dédié à Mozart. Bernard Labadie, acclamé mondialement comme l'un des plus grands chefs d'orchestre du répertoire baroque et classique, promet une performance inoubliable qui ravira les amateurs de musique classique. Et jusqu'au 4 août, le Festival de la Naudière présentera une série de 14 grands concerts à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, ainsi que 6 concerts hors les murs dans des lieux culturels et des sites agrotouristiques. Les mélomanes pourront également profiter de 5 concerts dans les églises historiques de la région. En plus des concerts, il y aura une journée porte ouverte et de nombreuses activités gratuites seront proposées. C'est le retour du marché public autour du four de Saint-Damien. Saviez-vous qu'en 2023, c'était le 2e plus gros marché de la Naudière? Eh bien, pour sa 6e édition, le marché autour du four revient en force pour 5 occurrences, avec un total de 50 exposants locaux pour la saison, dont près de 30 exposants présents à chaque marché pour vous offrir tous les produits nécessaires à votre épicerie et surtout pour vous faire plaisir. Alors, si vous aimez découvrir de nouveaux produits locaux et originaux, eh bien, vous allez sûrement les trouver à ce marché public de Saint-Damien. Et en plus, on a même pensé à vous divertir avec des prestations musicales à chaque journée de marché. Le marché autour du four se tient de 10 h à 15 h sur la patinoire à Saint-Damien. Et comme il y a déjà une journée de passée, bien, il reste les 13 et 27 juillet, ainsi que les 10 et 24 août. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Rayonnement culturel avec Pierrette Jubinville qui nous fait visiter l'entreprise au Jardin des Noix.
C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.